Enregistre un message, je te prie. Début de l'enregistrement. Officier 1808 au rapport. Les autres membres de l'équipage sont morts. L'appareil a été détruit suite à une évacuation d'urgence. Ici Romain, dernier survivant de la mission STS-157. Terminé. Papa, calcule la durée d'un retour vers la Terre. Calcul en cours. Temps estimé à 10 mois. Cryogénisation impossible. Énergie insuffisante. Papa, a-t-on des occupations comme des jeux ou des films? J'ai 4 films morts. Suivant. 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 Fais chier. Alien la Résurrection est un film américain sorti en avant-première mondiale à Paris le 6 novembre 1997 et marque la première réalisation solo pour Jean-Pierre Jeunet, à mes yeux l'un des plus grands cinéastes français, qui a réalisé ou co-réalisé avec Marc Caro de très bons films comme Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, Un long dimanche de fiançailles ou encore Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, énorme succès de l'année 2001 qui aura détenu pendant plus de 10 ans le record du film français le plus vu à l'étranger. Mais il est aussi responsable des très mauvais... Non, je vois pas en fait. Alien la Résurrection est le dernier épisode d'une tétralogie mythique du cinéma qui voit le jour en 1979 avec Alien de Ridley Scott, réalisateur entre autres de Blade Runner, Gladiator et American Gangster, suivi par Aliens en 1986 de James Cameron à qui l'on doit les très injustement méconnus Terminator, Titanic ou Avatar, et enfin Alien 3 en 1992 de David Fincher qui nous offrira par la suite Seven, Fight Club et Gone Girl. En somme, des filmographies ultra riches sur lesquelles vous devez vous pencher. Chacun de ces réalisateurs a contribué à la renommée de la saga en proposant des films très différents dans leur approche du mythe alien, des films qui excellent dans leur registre. Malgré un budget confortable de 75 millions de dollars, Jean-Pierre Jeunet a la lourde tâche de leur succéder avec une difficulté supplémentaire. Personne n'attendait de suite en fait. Pour bien que vous compreniez, je suis contraint de vous spoiler les 3 premiers opus, leur complexité et leurs enjeux. La trilogie Alien nous raconte l'histoire d'Ellen Ripley, une astronaute reconvertie en Rambo. Maintenant ça va chier. Qui lutte pour sa survie face à des aliens tueurs nommés les xénomorphes. Elle en tue un, puis plein, avant de comprendre que le dernier d'entre eux loge dans son estomac sans payer de loyer et que le seul moyen d'en finir est de se suicider. Voilà. Une fin qui aura brisé mon petit cœur sensible, qui a le mérite de clore l'arc narratif de l'héroïne, et qui ouvre de nouveaux horizons avec de nouveaux personnages pour le 4e opus. Ma maman m'a toujours dit que les monstres n'existent pas. Ok, donc dès les premières secondes, le film tue toutes mes ambitions, mais bon, allez. Je vais lui laisser une chance. Alien la Résurrection débute par un gros plan sur une mâchoire dont la laideur des effets spéciaux est plus effrayante que celle de ses dents acérées et qui ressemble à celle de la reine alien. Ah, film, tu vas peut-être te rattraper. Mais qui en réalité appartient à un insecte? Va te faire voir. Alors non seulement c'est dégueulasse, surtout que l'insecte finit comme projectile sur une vitre, mais surtout je déteste ce genre d'intro qui se veut humoristique mais qui chez moi ne suscite que la déception. Un procédé que j'avais déjà vu dans Jurassic World, comme quoi les mauvaises idées se propagent bien plus vite que les bonnes. Après avoir perdu 2 minutes de ma vie, on embarque à bord de l'USM Auriga, un vaisseau militaire où des chercheurs ont réussi à cloner le personnage de Ripley qui renaît tel un papillon après avoir fait un petit tour chez le coiffeur, le tatoueur et au salon de manicure. Sauf que les chercheurs ne s'intéressent pas vraiment à Ripley, mais plutôt à la reine alien qui vit toujours en elle. Wow. Comme je n'ai pas envie de me faire striker par YouTube, je vais remplacer toute cette violence par des chatons tout mignons. L'alien est extrait par césarienne, et bien que Ripley ne leur soit plus d'aucune utilité, ils décident de la maintenir en vie parce que sinon pas de Ripley dans le film, et que 11 millions de dollars de cachet ça fait cher les 20 secondes d'apparition. Sauf qu'elle n'a pas la lumière à tous les étages, montre des troubles du comportement, et possède une part d'alien en elle qui la rend forte, imprévisible et dangereuse, ce qui la condamne à l'enfermement. Pendant ce temps, les chercheurs exobiophiles, car apparemment il existe un autre mot que taré pour les gens qui aimeraient faire l'amour avec des aliens, utilisent la reine alien pour créer une armée de xénomorphes. Mais pas de panique, ceux-ci sont bien gardés le temps de faire connaissance avec tous les personnages derrière des portes à reconnaissance d'haleine. Oh, on n'arrête pas le progrès. Et des gardes surarmés qui répondent aux ordres d'un chef simple et stéréotypé. Le problème, c'est qu'un œuf ne peut devenir un xénomorphe que par l'intermédiaire d'un hôte, autrement dit d'un sacrifice. Et comme apparemment il est plus facile de trouver des humains que des vaches, les cobayes sont livrés par des mercenaires de l'espace qui nous prouvent dès les premières secondes toute l'étendue de leur subtilité. SUCE.
M-O-I. Une belle brochette de connards qui se compose de leur chef, dont le romantisme n'est pas la première qualité, Quand je vois une femme attachée comme une bête de sexe, j'ai envie de... et qui n'est là que pour se faire bouffer, sa copine dont on se fout du nom qui n'est là que pour satisfaire les pervers et se faire bouffer, un cowboy de l'espace qui est plus à l'aise avec ses deux flingues qu'avec son jeu d'acteur, et qui n'est là que pour se faire bouffer, le blagueur Jenner qui nous prouve que l'homme descend bien du singe, mais que l'évolution s'est arrêtée pour certains, et que l'on aimerait bien qu'il se fasse bouffer. Mais aussi Vries, un paraplégique qui transpire l'amour et qui fait des figures avec son fauteuil. Et enfin Cole, sans doute la mercenaire la plus humaine, mais qui cache sous son visage d'ange un secret qui n'étonnera pas les aficionados de la saga. Les 6 mercenaires font la connaissance de Ripley qui apparemment possède aussi une part de l'Ebram James en elle. Visiblement impressionné, Cole lui rend une petite visite en déjouant la sécurité grâce à de la laine en spray. Mais personne ne leur a dit que c'était une vraie idée de merde. Bref, ça papote, et comme Ripley a déjà vu le film, elle nous spoil la scène suivante. Aidez-moi à empêcher ce monstre de s'échapper. C'est trop tard. Effectivement, il est trop tard, puisque ce n'est qu'au bout de 40 longues minutes que les xénomorphes s'échappent enfin en faisant fondre le sol des cages avec leur sang corrosif. À partir de là, c'est la fête du slip. Les chercheurs se font enlever, les militaires se font geler, dévorer ou exploser, et le général se fait lobotomiser en nous offrant une scène qui ferait passer la mort de Marion Cotillard pour un modèle du genre. Enfin, presque. Bref, ça fait pampan, mitraillette et grenade, et c'est dans la panique la plus totale que tout le monde évacue pendant que notre chef romantique profite d'une petite promenade en toute insouciance et trouve une arme recouverte d'un liquide familier. Il ne veut plus rien. Nous arrivés d'affreux maintenant. Yes! Un pervers en moins. Visiblement abattu par sa mort, Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? les mercenaires sont rejoints par Ripley qui a pris le temps de se changer chez Queer Center et qui demande aux derniers chercheurs encore en vie combien de xénomorphes se sont échappés. Il y en a 12. Combien? 12. Pardon? 12. Une dernière. 12. Soit un nombre supérieur à 1 qui les convainc de quitter l'USM Auriga au plus vite. Sur le chemin, Ripley découvre une pièce abritant des créatures mi-humaines, mi-aliens. C'est devant ces 7 essais de clonage qu'elle comprend pourquoi elle a le numéro 8 tatoué sur le bras. Emparée par une profonde tristesse qui nous prouve toute son humanité, elle met fin à leur souffrance. Voilà. Une petite blague misogyne pour détendre l'atmosphère? Toutes ces munitions pour rien. Je piche pas les gonzesses. Le petit groupe poursuit sa fuite, mais Ripley semble traumatisé car sous sa carapace se cache un cœur qui bat, rempli de peine et de compassion. Tu vas mourir. Bref, vous l'aurez compris, il croise la route d'un cobaye dont l'espérance de vie est réduite puisqu'un alien vit en lui. Vu la menace certaine qu'il représente, les mercenaires décident de le tuer. Alors, pas tout à fait. Les survivants continuent leur chemin et abandonnent le cobaye à son triste sort. Alors, presque, mais sans la logique. Finalement, le cobaye rejoint les survivants et ils continuent leur petit bonhomme de chemin jusqu'à la prochaine péripétie. Ils se retrouvent donc rapidement bloqués dans un couloir inondé. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour car Seul passage. vers la navette de secours. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Devinez qui va mourir dans cette scène. Heureusement, chacun d'entre eux a fait de la natation en EPS et suivi un entraînement d'apnée avant de venir. Sauf que les aliens savent eux aussi nager et nous apportent la réponse à notre question. Après plus de 3 minutes sous l'eau, nos champions reprennent leur souffle et tombent sur des œufs d'aliens. Ça fait pam pam boum boum et le groupe peut accéder à l'issue de secours. Mais le xénomorphe est coriace et l'un d'eux, qui a visiblement trop bu la veille, vomit sur le cow-boy avant de s'accrocher à son pied. Jonner se prend alors pour un trapéziste et tire dans la tête de l'alien, sauf que le cow-boy en a visiblement marre de tourner dans le film et décide d'aller faire trempette. Ce qui suffit à le déclarer pour mort. Bon ben... salut. Mais pas le temps de réfléchir que le chercheur 12. tire sur Cole avant de s'échapper en verrouillant l'accès, car c'est bien connu, dans ce genre de film, on a plus de chances de survivre tout seul. Sauf qu'il faut plus qu'une balle dans le ventre et d'un plat pour la tuer. Comment les scénaristes choisissent qui survit ou non? Toi tu vis, toi tu crèves. En bon Deus Ex Machina, elle déverrouille la porte depuis l'extérieur, alors que pour rappel, Seul passage. tout le monde comprend rapidement que Cole n'est pas humaine. Ah, c'était pour ça le clin d'œil tout à l'heure. Et comme le scénariste ne sait plus quelle péripétie inventer, Cole se connecte à l'ordinateur du vaisseau pour ouvrir toutes les portes jusqu'à la navette de secours. Avant que l'on se demande pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt, les survivants se tapent le sprint de leur vie, mais Ripley s'arrête subitement, attirée par la présence proche de la reine alien. Elle se fait alors kidnapper tranquillement par un xénomorphe qui l'emmène jusqu'au nid. Possédant des gènes humains, la reine accouche d'une monstruosité qui a le crâne d'un alien, les seins d'une grand-mère et le nez de Michael Jackson, le newborn. Comme celui-ci est censé être la grande créature du film mais qu'il ne reste que 20 minutes, générique compris, il commet un matricide après 10 secondes d'existence avant de faire un gros câlin à Ripley. Tout ça commenté en audio description par le chercheur exobiophile du début pour le spectateur un peu lent. Il croit que tu es sa mère. Puis il se fait croquer. Ripley en profite pour fuir du nid en scred et rejoint le vaisseau de secours, en atomisant au passage le record du monde du saut en longueur. Sauf qu'à bord, la situation est un peu tendue puisque le chercheur solitaire a pris en otage Cole. C'est à ce moment-là que l'alien présent dans le corps du cobaye décide de leur faire un petit coucou. Comme par hasard, il en profite pour bondir sur le chercheur et lui fait un headshot avant que les mercenaires ne vident leur chargeur sur lui. Les derniers survivants quittent l'USM Auriga. On pourrait croire que c'est fini, mais le générique ne vient pas parce que l'on est dans Alien et que dans Alien, Ripley botte le cul du grand méchant. L'ordinateur de bord détecte une anomalie sur l'un des sas extérieurs et maintenant c'est à vous de jouer et deviner pourquoi qu'il n'est pas fermé ce sas. Bon bref, vous avez compris, le newborn est
est monté à bord pour faire une dernière victime et pour se faire botter le cul. Grâce à sa part d'alien et notamment à son sang aussi corrosif que de l'acide, elle dissout le hublot après un lancer étonnamment précis, ce qui crée une dépressurisation dans le vaisseau. C'est la caca, tout le monde s'accroche sauf le newborn alors qu'il a juste à tendre le bras et il se fait lentement liposucer par le vide de l'espace histoire de nous faire profiter une dernière fois de ces chatons tout mignons. Bref, l'USM Auriga s'écrase sur Terre, la moitié des mercenaires et des dizaines de militaires sont morts dévorés par les aliens, mais c'est la joie. Jonner embrasse Vries tandis que Cole et Ripley observent la beauté d'un lever de soleil et c'est la fin d'Alien la Résurrection. Et c'était plutôt divertissant. Rien de plus. Et c'est justement ça le problème. Lorsque je regarde un film estampillé Alien, je ne m'attends pas simplement à me divertir, j'aspire à être transporté. Transporté dans un univers aussi sombre et froid que l'immensité de l'espace. Transporté dans une station oppressante et terrifiante où le danger rôde dans les moindres recoins. Transporté aux côtés d'hommes et de femmes charismatiques afin de lutter avec eux pour leur survie. Un sentiment que les 3 précédents films avaient su me procurer tout en se réinventant, alors certes avec plus ou moins de succès, mais sans jamais trahir l'essence même de ce qui fait la saga. Mais là, impossible de plonger pleinement dans le récit. Et pourtant, si l'on prend le film indépendamment de la saga à laquelle il appartient, celui-ci possède des qualités indéniables à commencer par la réalisation de Jean-Pierre Jeunet, et je ne dis pas ça parce qu'il est français. Enfin si, mais pas seulement. Comme pour les précédents opus, les studios souhaitaient mettre aux commandes de ce nouveau volet un metteur en scène prometteur. Ils pensèrent tout d'abord à Danny Boyle, qui venait de se faire connaître grâce à Trainspotting, mais non. Puis ils contactèrent Peter Jackson, que l'on connaît principalement aujourd'hui pour la saga du Seigneur des Anneaux, mais là aussi c'est non. C'est alors au tour de Bryan Singer d'être approché suite à son excellent Usual Suspect, mais non plus. Enfin, Paul William S. Anderson a été évoqué, mais heureusement pour la Sega, c'est un non, du moins pour l'instant. Oulala, on n'a visiblement pas la même définition du mot prometteur. Certainement désespéré et appréciant l'esthétique visuelle si particulière de Jean-Pierre Jeunet sur ses films Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus, les studios se tournent finalement vers lui afin de réaliser Alien la Résurrection. Et c'est l'une des rares bonnes idées, alors savourez bien les 2 prochaines minutes. Les mouvements de caméra mettent en avant la beauté des décors et la grandeur des aliens, notamment de la reine. Les scènes d'action sont très rythmées sans être illisibles et s'enchaînent sans la moindre redondance. La direction d'acteur est impeccable malgré la pluralité des personnages impliqués et les tempéraments de certains. Alors Sigourney, c'est une personne qui regarde les gens, qui les scanne des pieds à la tête et qui terrorise tout le monde. Mais surtout, Jean-Pierre Jeunet a réussi à imposer sa vision et son style si caractéristique sur le film face au studio qui, apprenant de ses erreurs sur la production chaotique de Alien 3 et les conflits avec son réalisateur David Fincher, a approuvé la plupart des choix du cinéaste à l'exception de quelques scènes trop onéreuses. Alors certes, on n'échappe pas à certains clichés des blockbusters hollywoodiens, mais globalement le film fourmille d'idées de mise en scène, parfois même à la limite de l'expérimental, qu'il est très rare de voir dans des films de commande et que je n'avais encore jamais vu dans un film de la saga. C'est sans précédent, ça. Le tout est magnifiquement mis en lumière par le directeur de la photographie Darius Khondji, déjà à l'œuvre sur La Cité des Enfants Perdus. Le jeu des couleurs saturées quasi monochromatiques autour du jaune vert, si caractéristique des films de Jeunet, viennent embellir une photographie soignée et des xénomorphes criants de réalisme. Jamais la créature n'a semblé si réelle. Malgré certaines images de synthèse qui irriteront les pupilles les plus sensibles, on a l'impression que des dizaines d'années se sont écoulées depuis le 3e épisode. Ils sont l'œuvre de la société ADA et du spécialiste français des effets spéciaux Pitoff, qui lui aussi a déjà œuvré sur La Cité des Enfants Perdus et qui réalisera en 2004 l'immonde Catwoman et surtout Vidoc en 2001, un film qui nous démontre les talents de comédien de Guillaume Canet. Bonjour. Et qui possède comme unique qualité le fait d'être le premier film au monde intégralement tourné en numérique. Comme quoi on peut pas être bon partout. Si l'on ajoute à ça la bande son très réussie de John Fraser, on obtient un film avec de grandes qualités techniques qui en plus possède tous les éléments iconiques de la saga. Pas étonnant donc qu'il ait rencontré un certain succès, notamment à l'international, et rapporte à 160 millions de dollars, soit autant qu'Alien 3. On retrouve les xénomorphes. En même temps, faire un film Alien sans xénomorphes, c'est ridicule. Les œufs, les facehuggers, les chestbusters, l'arène alien, un peu de viande fraîche, un combat final, Ellen Ripley parce que fuck la logique, bref, tout est là. Ah bah tout va bien alors. Ben pas vraiment, car non seulement on frôle le fanservice à outrance, mais surtout chacun de ces éléments est maltraité. Par exemple, la naissance de l'alien est réduite à une scène gore et ridicule, l'arène alien se fait tuer au bout de 30 secondes d'exposition, et les aliens ont perdu leur potentiel horrifique, la faute à une volonté de les montrer sous tous les angles et en pleine lumière. Très gros plan poitrine, plan taille, plan américain, plein pied et plan large. Jean-Pierre Jeunet justifia ce choix par le fait que l'on est au 4e épisode et que le xénomorphe n'effraie plus personne, comme si sa popularité l'avait démystifié. Et je ne suis absolument pas d'accord. On a tous un film, une scène, une créature ou un personnage qui continue de nous terrifier, et ce même après des dizaines de visionnages. Il suscite en nous une peur incontrôlable, parfois irrationnelle, qui feront sourire certains. Ne me jugez pas, j'avais 11 ans. Et je pense que le xénomorphe est l'une de ces créatures intemporelles pour beaucoup de spectateurs de tout horizon et de tout âge. Grâce au génie de son designer Hans Rudy Giger, l'alien possède une puissance cauchemardesque inqualifiable et indémodable qui en font l'un des symboles horrifiques dans la pop culture au même titre que Freddy, Ghostface ou Pinhead. Un vrai plaisir à monter cette séquence. De plus, il serait réducteur de résumer la peur à des antagonistes alors qu'elle est avant tout procurée par une ambiance, un son, une musique ou même le silence.
Et aucun film n'illustre mieux ce propos que Paranormal Activity qui a réussi à faire frissonner des millions de spectateurs avec une économie de moyens, et en l'occurrence une porte et un courant d'air. Je ne dis pas que ça marche sur tout le monde, mais sur moi qui sursaute autant qu'Agrippe, ça a totalement fonctionné. En somme, je pense que l'intention de Jean-Pierre Jeunet n'était tout simplement pas de faire un film d'horreur, mais une comédie horrifique à grand renfort d'humour noir et d'effets gore grand guignolesques. Et vas-y que je regarde ma cervelle, et vas-y que je te cure le nez avec ma langue. Bref, un choix crado rigolo fortement discutable, surtout que le pilier de la saga, ce qui unit les 3 précédents opus malgré leurs différences, c'est bien l'horreur, un sentiment matérialisé par le xénomorphe. Il serait toutefois facile de reporter l'entière responsabilité sur le réalisateur, mais je pense que Joss Whedon en possède également sa part. Qui ? Joss Whedon. Ah ! Joss Whedon est le scénariste de Alien la Résurrection, et malgré une trame narrative des plus classiques et prévisibles avec la libération des aliens, mise à mort, affrontement final et fuite des survivants à bord d'un vaisseau, je pense que le principal problème du film est dans l'écriture de ces personnages dont l'épaisseur est aussi large qu'une feuille de PQ. Ouh, je vais la noter celle-là. Dans ma précédente chronique sur Batman et Robin, je me suis attardé sur l'importance d'avoir des antagonistes forts. Et ben je pense que cette même analyse s'applique aux protagonistes. Ceux-ci doivent avoir une identité, un trait de caractère afin que le spectateur puisse ressentir des sentiments pour eux, que ce soit l'attachement ou le dégoût. Là où dans Alien 3 je me suis attaché à des prisonniers condamnés pour des crimes atroces, les personnages de Alien la Résurrection ne m'ont procuré aucune émotion. Pendant 2 heures j'ai écouté des hommes et des femmes se balancer des punchlines sans intérêt. Pendant 2 heures j'ai suivi leur fuite alors que leur vie m'était aussi insignifiante que leur mort. Pendant 2 heures j'ai compté les secondes malgré le rythme effréné et les péripéties jusqu'au climax final. Et c'est vraiment dommage car déjà la saga nous avait habitués à des personnages charismatiques. De plus, j'aime énormément le casting de cet épisode et notamment Winona Ryder, Dominique Pinon ou Ron Perlman. Mais surtout, Joss Whedon est un homme de talent qui sait développer efficacement ses personnages, comme il le démontrera par la suite avec l'un des meilleurs films de cette dernière décennie qu'il a écrit et réalisé. Avant de plancher sur Justice League et de nous prouver que le talent c'est comme les essuie-glaces, ça va, ça vient. Décidément, prends garde à toi Shakespeare. Le manque de volume aurait pu être anecdotique s'il n'avait concerné que ses personnages secondaires. Mais là où ça devient problématique, c'est qu'il touche également celui de Ripley. Déjà soyons clairs, ce n'est qu'un clone à l'opposé de l'héroïne initiale dont la présence n'a clairement pas d'autres ambitions que de faire plaisir aux fans, notamment à ceux déçus par le 3e opus, et ils sont nombreux. Et je trouve que cette idée, comment dire, pue la merde. C'est vraiment too much à la limite d'une insulte envers le spectateur, et pour le coup ce n'est pas pleinement la faute de Joss Whedon qui souhaitait développer un épisode sur Terre et faire ressusciter le personnage de Mute. Oh les bonnes idées étaient en voie d'extinction à l'époque. Le clonage lui a été suggéré par David Giller et Walter Hill, les producteurs historiques de la saga qui étaient malgré tout opposés à ce 4e opus, jugeant que celui-ci viendrait gâcher la trilogie. Une opinion partagée par les réalisateurs ayant refusé le projet, par Jean-Pierre Jeunet, On m'avait lu le scénario qui était vraiment pas terrible. et même par Sigourney Weaver jusqu'au jour où elle reçut un chèque de 11 millions de dollars, soit l'équivalent du budget du premier Alien. Pour comprendre pourquoi cette idée fut concrétisée malgré un tel consensus négatif, il faut s'attarder sur le personnage de Ripley et plus particulièrement sur ce qu'elle représente, la dernière survivante. Enfin, elle ne l'est plus après l'épisode 3, mais qu'importe. La dernière survivante, ou Final Girl, est un archétype du cinéma lié au genre du slasher, décrit par Carol J. Clover dans son livre Men, Women and Chainsaws, comme étant la dernière protagoniste à échapper à la mort et capable de faire face au danger. Inspirée par les slashers des années 70, mais aussi par les films en vogue à la fin de cette même période tels que Rambo ou Terminator, pas étonnant qu'Alien possède lui aussi sa dernière survivante. Mais pas n'importe laquelle, une survivante intelligente, forte et courageuse, capable de tenir tête aux hommes et de tuer des dizaines d'aliens à coups de mitraillettes et de lance-flammes. Ripley n'est alors plus seulement une Final Girl, elle devient une icône que les studios semblent effrayés à l'idée d'abandonner. Ainsi, le scénario est construit autour de ce personnage et ne s'aventure jamais sur l'un des nombreux chemins que nous offre cet univers riche, prisonnier de son postulat de départ, mais surtout le scénariste semble oublier que, même si certes Ripley est une des forces majeures de la trilogie, le xénomorphe en est la clé de voûte. D'ailleurs, le film s'appelle Alien, pas Ripley. Mais malgré tout ce que je viens de dire, je dois avouer qu'une petite partie de moi était impatiente à l'idée de revoir Sigourney Weaver à l'écran. Le problème, c'est que cette nouvelle Ripley, je l'aime pas. Oui, elle possède un background, oui, elle a un caractère bien marqué, mais je trouve le personnage mal écrit, comme si Joss Whedon avait confondu badassitude et charisme. Or, selon moi, c'est le charisme qui rend un héros marquant, et pour cela, pas besoin d'artifice. Juste un parfait dosage entre une écriture millimétrée, une évolution cohérente avec l'univers, et une interprétation soignée de son acteur. Il ne suffit donc pas d'être vêtu de cuir, de faire joujou avec de gros flingues et de balancer des punchlines à la con pour être charismatique. Sinon, Dwayne Johnson serait l'acteur le mieux payé. Il a été entre juin 2018 et juin 2019 l'acteur le mieux payé au monde, Dwayne Johnson. Et voilà, votre nœud coulant. Vous pouvez régler. Revoir Ripley, c'est un peu comme revoir cet ami après des années et se rendre compte qu'il n'est plus celui que l'on a connu. Oublier la femme à la fois sensible et forte, elle n'est plus qu'un clone bourrin et insipide. En somme, une héroïne à l'image de son film. Car en fin de compte, Alien la Résurrection n'est lui aussi rien de plus qu'un clone des précédents opus où l'on aura enlevé toute la subtilité pour ne garder que le fun avant d'appuyer sur Ripley.
Il est un pot pourri qui se contente de recycler les éléments mythiques de la saga, et ce au détriment des événements passés ou de la cohérence globale. Les facilités scénaristiques qu'il utilise viennent affaiblir certains moments clés des volets précédents, comme le sacrifice de Ripley, point culminant de la trilogie, qui en fin de compte n'aura pas permis d'anéantir définitivement les aliens. Et pourtant, malgré cette volonté de faire du neuf avec du vieux, le scénario offrait de bonnes idées qu'il n'exploitera malheureusement jamais, comme le thème du clonage, qui n'est ici qu'un prétexte pour appeler Sigourney Weaver, le fait que sa part d'humanité refasse surface au contact d'un androïde, le détecteur d'haleine, surtout pas, ou encore la naissance d'une nouvelle race d'aliens, le Newborn. Oui, je ne pouvais pas ne pas en parler. À sa sortie, le monstre était loin de faire l'unanimité, et pourtant, j'ai tendance à penser qu'il est la meilleure idée du script. Oui, on est loin du xénomorphe habituel, mais justement, c'est à cet unique moment que le film se démarque. Il est la 9e et ultime évolution des manipulations génétiques. Là où Ripley est une femme qui renferme une part d'alien, le Newborn est un monstre sauvage qui renferme une part d'humanité. Dès qu'il apparaît à l'écran, il suscite en moi des sentiments vraiment contradictoires. Par moments, je le trouve limite mignon tant il me fait carrément de la peine, et la seconde d'après, je le trouve malsain au point qu'il me fasse carrément flipper. Mais comme visiblement le scénariste n'avait pour mission de ne développer que ses mauvaises idées, on ne le voit que 10 minutes, ce qui fait de lui la créature la moins résistante de l'histoire de la saga, voire de l'histoire du cinéma. En conclusion, il manque à ce Alien la résurrection un élément essentiel, un élément que ne possède pas non plus son héroïne, une âme. Cet opus vient confirmer en partie les craintes de David Giler et Walter Hill. En partie seulement, car bien qu'il affaiblisse la conclusion parfaite de la trilogie, bien que sa puissance narrative soit moindre, Alien la résurrection possède suffisamment de qualité pour nous divertir et ce malgré ses indéniables défauts. Il est ce petit plaisir coupable dont on se serait passé mais que l'on accepte tout de même puisque l'on nous l'offre. Il est comme une petite douceur en complément d'une trilogie qui aura marqué à tout jamais l'histoire du cinéma. Il est la chantilly sur la fraise, le carré de chocolat avec le café, la cacahuète avec la bière.